sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. 105.5 FM. Les 12. Les 12 de Pierrot Atoué sur 105.5. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée au D12 de Pyramide FM. Bienvenue au rendez-vous politique dominical de votre radio. Le monde bouge et l'Afrique avec, et avec l'Afrique, les rapports internationaux. Ils étaient d'ailleurs au cœur d'une nouvelle tournée que le président français vient d'effectuer sur le continent. Emmanuel Macron aurait-il le feu aux fesses? 4 jours pour parcourir 4 pays de l'Afrique centrale. La France aurait-elle enfin trouvé le remède à sa perte d'influence sur les capitales africaines? L'agonie apparente de la France-Afrique serait-elle plus prononcée qu'on pourrait l'imaginer? À Libreville au Gabon, Macron dit entonner le requiem de la France-Afrique. L'âge de la France-Afrique est révolu et la France est désormais un interlocuteur neutre sur le continent. Si le président français Macron était un prophète, les Africains devaient-ils croire à ses prédictions? Puisque déjà, le jeudi 8 février 2008, un autre président français du nom de Nicolas Sarkozy prophétisait au Parlement sud-africain au Cap la même refondation des relations entre son pays et le continent. 4 ans plus tard, à Dakar, au Sénégal, son successeur François Hollande reprenait les mêmes divinations. Le temps de la France-Afrique est révolu. Puis, il a promis des rapports basés sur le respect, la clarté et la sincérité. Quelle est en réalité, pour les Français et les Africains, la signification exacte de la notion de sincérité? Le sentiment anti-français en passe de grandir en Afrique n'est-il pas le fruit de toutes ces prophéties qui ne se sont pas réalisées? Ces engagements ont englobé, entre autres, des accompagnements à l'enracinement de la démocratie en Afrique. Cette semaine, la démocratie du continent vient de vivre un nouvel épisode avec un changement dans la continuité au Nigeria. C'est Bola Tinubu du parti au pouvoir qui a gagné la présidentielle. Sans surprise, les résultats sont contestés. Comment expliquer que l'Afrique ne sait toujours pas organiser des élections incontestées, justes, transparentes et libres? La liberté de choix reste le tendon d'Achille de la démocratie africaine. La liberté d'écrire et la liberté de publier ne sont pas loin au Togo. La liberté à retrouver sa liberté suspendue par la HAC. La Chambre administrative de la Cour suprême n'a pas vu les mêmes fautes que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Doit-on conclure que les institutions étatiques jouent enfin pleinement et efficacement leur rôle? Sera-t-il de même du médiateur de la République depuis ce 1er mars 2023? Il est censé recevoir les déclarations des biens des plus hauts dignitaires de la République. Parmi eux, les ministres dont Christian Trimois, jeudi, il présentait la situation des droits de l'homme dans le nouveau contexte fait du terrorisme et de vie chère. Professeur David Doucet du Fonds citoyen Togo Debout est avec nous en studio. Vos questions au 96 50 34 37. Et puis 70 43 09 70 mise en onde Romaric Festas. David Doucet, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Je profite de l'opportunité pour saluer tous ceux qui nous suivent sur votre chaîne de radio. Et j'espère que tout le monde se porte bien en dépit du climat togolais qui demeure très morose malheureusement. C'est un climat qui n'est pas que togolais, puisque c'est un climat mondial. Mais nous sommes au Togo et c'est le Togo qui nous concerne et qui nous intéresse. Vous êtes médecin et cette question, je m'en vais vous la poser, c'est de savoir là, par exemple, vous êtes devant nous, on sait que vous intervenez sur beaucoup de théâtres en matière de droits de l'homme, sur le plan de la société civile. Est-ce que vous avez du temps pour exercer encore? Une chose est certaine, j'aurais de loin préféré pouvoir mettre toute mon énergie au service du métier que j'ai appris, qui pour moi est une vraie vocation. Je veux parler de la chirurgie. Mais il y a une réalité qui nous rattrape en tant que citoyens. C'est la réalité de notre pays où, en termes de gouvernance, en termes de respect des droits humains, en termes de vie, de conditions de vie, de conditions de travail, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire que on se sent obligé de s'engager dans cette lutte citoyenne qui n'est pas vaine, qui est nécessaire, afin de rétablir un peu plus d'équité, un peu plus de justice sociale dans notre pays. Voilà, donc la vraie question de savoir si j'ai encore le temps de m'occuper de mes malades, j'essaie de le faire.
J'essaie d'apporter mes petites connaissances au service des malades qui viennent me voir. Mais je me dois également de m'engager dans la vie sociopolitique de mon pays. Quand vous parlez de vos petites connaissances, beaucoup parlent très bien de vous. On dit que vous êtes quand même un très grand chirurgien. Là, vous êtes modeste, visiblement. Bon, si vous le dites, je vous remercie de le dire. J'essaie de faire mon travail du mieux que je le peux. Je l'ai appris ici, je me suis perfectionné ailleurs. Et j'espère pouvoir, en tout cas j'essaie d'apporter le mieux que je peux aux patients qui ont confiance et qui viennent me voir. Vous avez dit quelque chose aussi qui est important là. Vous avez été formé ici au Togo, donc à l'université de Lomé. Beaucoup pensent que les meilleures formations sont données ailleurs. Alors que là, par exemple, vous avez fait votre formation au Togo et puis vous vous occupez relativement bien de vos patients. Très sincèrement, je pense qu'il est possible d'avoir une très bonne formation de base en Afrique. Ça a été en tout cas moi mon parcours. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut éviter de rester enfermé dans son microcosme national. Et il faut absolument à un moment donné sortir et aller voir ce qui se fait ailleurs et se confronter peut-être aux meilleurs. Et les meilleurs, il faut quand même le reconnaître aujourd'hui pour ce qui concerne la chirurgie, puisqu'ils disposent des équipements qu'il faut pour le diagnostic, ils disposent des équipements qu'il faut pour le traitement. Donc les meilleurs sont en Occident, peut-être en Chine ou ailleurs, mais en tout cas, il faut pouvoir sortir de son pays et aller voir ce que les autres font afin de s'en inspirer, afin de se perfectionner, et afin de pouvoir revenir ensuite au pays, je crois que c'est important, afin de ainsi apporter le maximum aux populations. Revenir au pays, et ça aussi c'est l'autre question, puisqu'on dit très souvent en parlant des médecins togolais, qu'il y en a un peu partout dans le monde, notamment en France et aux États-Unis. Mais revenir au pays, vu les conditions du pays, vu le plateau technique, vu les structures sanitaires dans notre pays, est-ce que c'est tentant quand on est à l'extérieur de revenir s'installer au Togo? C'est le sens de tout notre combat. Depuis que nous étions déjà au syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, nous avons toujours œuvré pour valoriser le capital humain. Nous avons toujours milité afin que les conditions de travail du personnel de santé, ces conditions puissent s'améliorer. Vous savez, aujourd'hui, quand on essaie de faire le point, surtout nous qui sommes au niveau opérationnel, nous sommes encore très tristes parce que nous estimons que nous sommes très loin du compte. Quand vous faites le point en termes d'infrastructure, en termes d'équipement et même en termes de ressources humaines, vous vous dites que le Togo, et ça me permet de faire peut-être un clin d'œil à la Cour des comptes à travers son rapport sur la pandémie de la Covid-19, le Togo n'a pas pu se saisir de cette opportunité qui était cette pandémie pour améliorer son système de santé. Nous sommes entrés dans une crise sanitaire grave, nous sommes presque sortis de cette crise sanitaire grave, nous n'avons pas amélioré nos conditions de travail, nos conditions de prise en charge des malades. Et s'il y a une autre crise qui survient, nous serons malheureusement dans les mêmes conditions d'insuffisance, de dénuement, de désorganisation. Et c'est vraiment déplorable. Mais ce que vous venez de dire là, en réalité, cela doit surprendre. Et moi, particulièrement, ça me surprend, puisque on sait qu'un certain nombre d'engagements ont été pris, des fonds dégagés pour s'acheter, par exemple, du matériel, améliorer relativement les lieux d'accueil. Mais en fait, votre conclusion, il fait froid dans le dos, parce que la Covid n'est pas totalement finie. Tout à fait, et j'assume mes propos. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises sur plusieurs chaînes où j'étais invité, la Covid-19, c'est une crise grave, c'est une crise sanitaire mortelle, mais qui en même temps constitue une occasion, une vraie opportunité à saisir, puisque cette crise a mis en évidence toutes les défaillances du système de santé. Et il fallait vraiment profiter de cette occasion pour que de vraies solutions, de vraies avancées soient obtenues au niveau du système de santé. Vous avez dit, c'est vrai, on a peut-être fait l'acquisition de quelques équipements par-ci, par-là, mais globalement, si moi je prends le circuit du patient qui arrive en chirurgie, je trouve que malheureusement ce circuit ne s'est pas du tout amélioré. Je sais qu'il en est de même dans plusieurs services, des services clés comme la réanimation. Nous avons tous compris l'importance de la réanimation dans la prise en charge des patients Covidés. Aller dans le premier centre national du Togo, le centre national hospitalier du Togo, le centre de référence qui est le CHU Sylvanus Olympio, et aller faire un tour dans le service de réanimation, essayer de discuter avec les collègues qui y sont,
ils vont vous dire toutes les difficultés qu'ils ont encore aujourd'hui à prendre en charge des patients qui arrivent dans ce service de réanimation où ils n'ont pas de personnel suffisant pour prendre en charge des patients de réanimation. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il disait que pour un service de réanimation, il faut un infirmier pour au plus 4 patients hospitalisés afin d'avoir le plus de chances de sauver ces patients, puisque un seul infirmier doit pouvoir en même temps surveiller ces 4 patients. Et il se retrouve à des ratios où un infirmier peut être obligé de prendre en charge plus d'une dizaine de patients. Donc, si vous avez une hécatombe dans un service de réanimation au CHU Sylvanus Olympio au Togo en général, en dépit du fait que la crise sanitaire est passée par là, vous n'avez pas à être surpris. Les conditions ne sont pas encore réunies pour améliorer nos prestations dans le secteur de la santé. En termes, quand je parle de conditions, en termes de ressources humaines, en quantité et en qualité, en termes d'équipement et en termes d'infrastructure. Et je pèse mes mots et j'assume mes propos. Si nous avons le temps, sans doute que nous reviendrons sur cette situation que vous êtes en train de décrire concernant les centres de soins du Togo sortis de la pandémie à Covid-19. En réalité, je vous demandais si vous avez du temps pour continuer par s'occuper de vos malades. C'est ça qui nous a conduit à parler un peu de Covid, de son passage dans notre pays. Mais quand on regarde ceux qui se sont engagés sur le plan public, et en même temps ont des activités à côté, vu que la situation dans notre pays est en train de perdurer en ce qui concerne les objectifs des uns des autres, qu'on soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, quand on milite, soit pas pour plus de démocratie dans notre pays, certains à un moment donné ont constaté que la lutte perdue, ou que le combat perdu, ou que les engagements perdus. Et finalement, ils ont baissé garde et ils ont laissé faire. Certains ont carrément remis les choses entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si c'est également, ce sera le cas, votre cas, dans un futur proche. Alors, ce que moi je peux dire, c'est que l'engagement social, pour moi, c'est une nécessité vitale lorsqu'on est citoyen d'un pays et qu'on se sent interpellé, concerné par les questions du pays. Cela, bien sûr, demande plus d'organisation, cela demande des sacrifices. Et il y a des moments où on est au bord de l'épuisement, je le reconnais. Ces dernières semaines, beaucoup me le disent, j'ai un visage qui démontre un certain niveau de fatigue, je le sais. Mais je me dis que le moment viendra où je pourrai aussi me reposer un tout petit peu. Mais je disais que cela demande un peu plus d'organisation. Et à mon sens, quand je prends mon cas, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs. Là, je parle vraiment du domaine médical, du domaine chirurgical. J'ai eu des collaborateurs, de jeunes collaborateurs qui sont magnifiques, qui sont excellents. Je me suis mis à leur disposition pour les former en ce qui concerne la chirurgie de base. Et ensuite, j'ai eu la chance qu'ils puissent aller se perfectionner, certains en chirurgie cancérologique, d'autres en chirurgie vasculaire, d'autres en chirurgie proctologique. Et tout cela, aujourd'hui, constitue un peu l'ossature du service. Donc, ça me permet de dégager un peu plus de temps par rapport à cela. Mais je continue à assumer mes activités d'enseignant à la faculté. Je continue à faire mes consultations. Je continue à opérer quand c'est vraiment nécessaire. Je ne vais pas me mettre à concurrencer mes propres collaborateurs sur des hernies ou un certain type d'intervention. Mais lorsqu'ils me sollicitent pour un certain type de chirurgie, je suis très heureux de participer avec eux. En plus, disons que ce combat nous a permis quand même de nous faire un petit nom, mais ce petit nom, nous le mettons au service de la nation. Et moi, je donnerai encore, si vous le permettez, l'exemple des urgences chirurgicales du CHU Sylvanus Olympio, où, à travers un lobbying auprès d'une institution internationale, nous sommes allés plaider la cause de notre pays en disant que au CHU Sylvanus Olympio, nous avions un service qui ne répondait plus à rien, c'était le service des urgences chirurgicales. Alors que c'est la porte d'entrée, tous les Emiliaman, tous les conducteurs de moto-taxi, de moto qui font un accident, les piétons qui se font écraser, arrivent au service des urgences de chirurgie. Et quand vous entrez, c'est l'odeur nauséabonde, c'est les mauvaises conditions d'installation, il n'y a pas de confort. Et quand nous avons discuté avec le responsable de cette institution, il nous a compris et nous lui avons proposé de venir voir. Il a accepté le principe. Nous avons organisé la visite avec le directeur du CHU, pas celui-ci, pas celui qui est là actuellement, mais son prédécesseur.
Et le responsable est venu, il a visité et au sortir de là, il m'a dit c'est impossible de travailler dans ces conditions. Ce n'était pas prévu au budget, mais je vous promets de l'argent pour rénover ce service. Je n'avais pas mis ça dans le budget, mais je vous assure que je vais éliminer un certain nombre de séminaires, notamment à Palimé, et prendre cet argent pour rénover le service des urgences chirurgicales du CHU Sylvanus Olympio. Et ça a été fait, et je crois que c'est un vrai joyau, parce que j'ai eu le plaisir de voir même la TVT venir faire un reportage sur ce nouveau service. Et nous-mêmes qui sommes des acteurs, nous avons plaisir à y aller, à voir des patients, à consulter des patients, à faire une petite visite de temps en temps et soutenir l'équipe qui est en charge dans ce service. Voilà, donc c'est pour dire que c'est vrai, l'engagement, on le fait pour améliorer un certain nombre de faits d'inéquité sociale, mais en même temps, ça nous permet peut-être d'avoir la possibilité de rencontrer des gens et de plaider pour le service de santé, pour le système de santé de notre pays. Quand vous avez commencé par faire votre développement par un plaidoirie, moi je pensais que vous êtes adressé à des institutions extérieures. Visiblement, ça se passe au Togo là. Absolument, ça s'est passé au Togo. Quand je parlais d'une institution internationale, pour ne pas la citer, c'est le PNUD. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, où nous sommes allés, nous avons discuté avec les différents responsables de cette nécessité vraiment d'apporter leur contribution à l'amélioration de l'infrastructure sanitaire, notamment le service des urgences de chirurgie du CHU Sylvanus Olympio. Et le directeur de l'époque, le représentant résident qui était là à l'époque, a voulu faire la visite que nous lui avions proposée. Il est venu voir dans quelles conditions nous travaillions. Et je crois que ça lui a permis de toucher du doigt la réalité. Et une fois il avait compris ce que nous étions en train de lui expliquer, ce que nous avions traduit, nous avions transcrit dans la demande que nous lui avions envoyée. Une fois qu'il avait touché du doigt, il a pris la bonne mesure de la situation et il a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour que le service soit rénové, soit rééquipé et que le confort... Il y a une époque où moi, il y a une chose qui me révoltait. Vous entriez dans la grande salle du fond, vous aviez à la fois des hommes, des femmes, dans un état parfois semi-comateux. Donc, vous pouviez avoir des femmes pratiquement dénudées, puisqu'elles ne savaient même pas dans quel état elle était, cette pauvre dame. Des hommes qui étaient peut-être un peu moins malades, qui étaient tranquillement assis dans le lit et qui pouvaient regarder allègrement ce qui se passait de l'autre côté de la salle. Des situations où je me disais, mais c'est un manque de respect de l'être humain. Et si on ne respecte pas le malade, si on ne respecte pas l'être humain, c'est que soi-même, on ne se respecte pas. Et ça m'a toujours révulsé. Et c'est pour ça que lorsqu'il s'est agi d'aller faire ce plaidoyer, je me suis dit, on ne va pas commencer par un service quelconque, on va commencer par ce service qui est la vitrine de notre hôpital, ce service où on doit pouvoir avoir une salle uniquement pour les femmes, une salle uniquement pour les hommes, par respect quand même pour les gens qui viennent nous voir. Et donc aujourd'hui, je suis content que ça ait pu se faire et j'espère qu'il y aura d'autres institutions qui suivront le pas du PNUD et qui pourront aussi apporter leur contribution à l'amélioration du système de santé du Togo. Parce que le responsable du PNUD était allé visiter le CHU, il s'est rendu compte que vous avez des difficultés et le résultat c'est qu'un certain nombre d'appuis ont été apportés à votre structure. Mais et si par exemple le chef de l'État, de façon de façon sans prévenir, par exemple les gens qui travaillent au CHU faisaient une visite comme ça, une visite surprise là-bas au CHU pour aller toucher du doigt les réalités, parce que passer sur le boulevard ou les routes qui longent le CHU et aller à l'intérieur, c'est deux choses totalement différentes. Absolument. Est-ce que ça ne va pas peut-être faire bouger les lignes? Parce que les rapports du ministre, oui, ça reste des rapports. Mais si le chef de l'État ou le Premier ministre, un beau matin, débarquait sans prévenir au CHU, dans les différents services, sans doute qu'ils vont se rendre compte de la réalité et que des mesures allaient être prises. Disons qu'il y a déjà eu des visites, effectivement, des plus hautes autorités, mais c'était des visites programmées. Vous savez comment ça se passe? Oui, quand c'est programmé, en fait, on nettoie entre-temps les lieux. Tout à fait. Et parfois, on n'a pas vraiment envie de dire l'ensemble des vérités au premier responsable. Et je pense, moi, que ce n'est pas une bonne attitude. Bon, alors, est-ce qu'une visite inopinée peut faire avancer les choses? Dans ce cas, il faudrait aussi savoir quels sont les objectifs.
Il ne s'agit pas simplement de faire une visite inopinée pour peut-être sanctionner, mais c'est peut-être pour vraiment mettre un doigt sur les vraies réalités et voir ce qu'on peut apporter en vue d'une amélioration. Donc, si c'est, j'espère que le chef de l'État nous entend, oui, pourquoi pas, s'il peut faire une visite inopinée au CHU, Sylvanus Olympio ou dans d'autres centres, avec vraiment pour objectif de comprendre la réalité de ce que nous vivons et de voir ce que lui, en tant que premier responsable, premier citoyen du Togo, il peut apporter en termes d'amélioration, nous on est d'accord. C'est noté. Donc, la suite, c'est de vous dire félicitations. Vous allez me demander pourquoi je vous dis félicitations. Oui. Faites félicitations parce que vous avez pu plaider et que derrière, le PNUD a réagi au niveau des urgences, Tout à fait. au niveau de Les l'hôpital. chirurgies, les urgences de chirurgie. Ouais. Et puis félicitations parce que nous avons lu, pour ceux qui ont l'habitude de lire, je sais que beaucoup de Togolais ne lisent pas aussi, ça aussi c'est une réalité. Ceux qui ont l'habitude de lire ont pu se rendre compte que vous avez été honoré récemment aux États-Unis, vous avez eu une distinction. C'est pourquoi je vous dis félicitations. Merci alors. Est-ce qu'on peut savoir un peu de quoi c'était âgé? C'était quoi? Oui, alors il s'agit d'une distinction décernée par le département d'État américain à des personnes qui se sont distinguées dans la défense des droits humains et des libertés fondamentales à travers le monde. Et pour cette dernière distinction, nous étions une dizaine, dont 2 d'Afrique, moi, un Mauritanien, une Iranienne, une Chinoise, une dame de la Géorgie, bon, etc. Nous étions en tout cas une dizaine. Et enfin, tout est parti d'un matin où j'ai été appelé par quelqu'un de l'ambassade des États-Unis qui souhaitait me rencontrer. Après, au cours de la rencontre, pardon, on m'a expliqué qu'il y avait quelque chose comme ça que je ne connaissais pas et qui permettait à travers tous les pays du monde, en tout cas tous les pays où il y avait une représentation diplomatique américaine, d'identifier des gens et de les écouter et de transcrire leur histoire dans la lutte pour la promotion de l'état de droit et de la démocratie. On m'a demandé si j'acceptais et j'ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Et donc j'ai essayé de parler de mon parcours depuis le Saint-Faute aux universités sociales, en passant par le Fonds citoyen Togo Debout et Tournons la page. Et donc mon histoire a été transcrite. Et j'avoue que j'avais même complètement oublié avant que quelques mois après on me dise que manifestement je faisais partie des personnes qui étaient nominées. Et à la fin, on m'a confirmé que j'avais été retenu. Nous étions 10 personnes. Et donc nous avons été effectivement reçus au département d'État américain. Nous avons reçu la distinction. C'était une belle cérémonie. Et surtout, il y a eu ensuite 3 grosses journées de travail intense avec le département américain, avec des institutions américaines qui interviennent dans la promotion de la démocratie. On nous a écoutés, nous avons présenté les cas de nos pays, on nous a posé des tas de questions, nous avons fait des focus group. Ça a été vraiment intense. Et personnellement, j'ai eu l'impression que l'administration Biden a l'intention de faire quelque chose, j'espère que ce n'est pas une chimère, mais a vraiment l'intention de faire quelque chose pour la promotion des droits humains. En tout cas, ça a été clairement déclaré. Il y a eu le sommet États-Unis-Afrique en décembre avec un bon focus sur la démocratie. Il y a en mars une autre rencontre, là vraiment sur la démocratie entre le gouvernement américain et les chefs de gouvernement, les chefs d'État. Voilà autant de situations qui, je l'espère, vont permettre à l'administration américaine d'insister sur la nécessité de mettre quand même en priorité les droits humains dans les différents pays, dont le Togo. Vous avez été donc reçu au département d'État en compagnie d'une dizaine de lauréats. On vous a donné la parole, vous avez parlé, vous avez sans doute parlé du Togo comme vous l'avez dit tantôt. Qu'est-ce que vous avez dit du Togo? J'ai présenté la situation sociopolitique, la situation économique, surtout au regard des droits humains, à travers le prisme des droits humains. Je n'ai pas manqué, bien sûr, d'insister sur la restriction de l'espace civique, qui est une réalité que nous subissons tous les jours, difficulté d'exercice du droit de la liberté d'expression, la liberté de manifestation pacifique, la liberté de réunion.
toutes les entraves que nous subissons lorsque nous voulons nous réunir entre citoyens togolais pour parler des questions d'enjeux nationaux, le terrorisme, l'extrémisme violent, la corruption, la justice qui est un vrai goulot d'étranglement pour la population. Le président de la Cour suprême lui-même l'avait reconnu. Voilà, toutes les restrictions au niveau digital ou les sites qui abritent nos sites web de nos organisations sont bloqués. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous avez du mal aujourd'hui à accéder à des sites qui abritent les comptes des organisations de la société civile. Donc voilà. Mais ça, est-ce que c'est du fait des autorités togolaises? Absolument. Non, mais en fait, comment le savez-vous? Nous le savons parce que nous avons même à un moment donné demandé à un huissier de faire le constat. Quand vous allez sur Wi-Fi, grâce à un Wi-Fi, vous pouvez accéder à des sites facilement. Mais lorsque vous voulez utiliser la 4G, la 3G, la 5G, vous n'avez pas accès. Et donc, nous avons posé des questions, on nous a expliqué que c'est fait exprès pour ralentir et empêcher les gens d'aller. Donc, si vous voulez aller, vous êtes obligé de disposer d'un Wi-Fi. Mais cela suppose quand même que ce n'est pas totalement restreint. Oui, mais vous savez, pourquoi est-ce que ça doit être restreint en partie? Il y a des moments où carrément, vous avez les réseaux qui sont bloqués. C'est vrai qu'on n'est pas dans cette situation, mais pourquoi ne pas donner accès, libre cours à tout le monde si quelqu'un veut s'informer sur les activités des organisations de la société civile? Pourquoi est-ce qu'il faut limiter cet accès? Sur la situation des droits de l'homme, notamment les restrictions aux libertés, j'espère que vous avez quand même pu noter que la situation a relativement évolué en ce début d'année, puisqu'on a constaté que les premières manifestations publiques ont eu lieu. Et que vous-même, je crois que vous avez pris part à une de ces manifestations en janvier. J'y étais en tant que participant, je vais dire. Je n'étais pas organisateur, mais la question des détenus politiques dans notre pays demeure inchangée. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont encore enfermés depuis des années, tout simplement sur des questions idéologiques. Ce ne sont pas des hommes qui ont tué, ce ne sont pas des hommes qui ont volé, et personne ne comprend pourquoi est-ce que ces personnes doivent rester des années en prison. Donc, moi, je ne parlerai pas d'évolution, du tout, du tout. Il y a eu suffisamment de pression pour qu'il y ait une petite ouverture par endroit, mais je vous assure que la question des détenus politiques constitue une question prioritaire sur laquelle nous avons aussi débattu lors de notre présence au département d'État. Puisque vous parlez des droits de l'homme, je reviendrai dans un instant sur la suite de votre séjour américain, mais puisque vous parlez des droits de l'homme, il y a 3 jours, le ministre togolais des droits de l'homme a présenté devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à la 52e session la situation des droits de l'homme au Togo. Et je ne sais pas si vous l'avez appris ou pas. Oui, je l'ai appris. Je me suis un peu intéressé à son intervention aussi. Et je crois que, bon, il était là en tant que porte-parole du gouvernement. Il y a eu des choses qui ont été dites, mais il y a eu également beaucoup d'omissions. J'ai parlé de la question des détenus politiques qui n'a pas été soulevée. Récemment, nous avons vu toutes les suspensions des médias privés, des journaux, cela n'a pas été soulevé. Moi, il y a cette sempiternelle question des enfants qui ont été tués, donc infanticide. 2 enfants, aujourd'hui on est le 5 mars 2023, et les enfants qui ont été tués en 2018 n'ont pas été enterrés. Vous imaginez cela? Vous levez le matin, vous allez vous vaquer à vos occupations. Quand je parle de vous, je parle de moi, je parle de nous qui sommes des citoyens. Nous avons le sentiment que le Togo vit normalement et que voilà, nous avons le droit d'aller travailler, d'aller manger, d'aller rigoler, d'aller boire, alors qu'il y a des familles qui ont perdu leurs enfants et qui réclament justice. Donc qu'on ne vienne pas me dire que le Togo est un havre de paix, que l'état de droit sévit au Togo. Nous n'avons pas d'état de droit au Togo. Mais est-ce que c'est ce qu'il a dit? Je pense qu'il a omis beaucoup de choses. Il a dit des choses, oui, d'accord, c'est bien, en tant que porte-parole du gouvernement, mais je répète qu'il y a beaucoup de choses qui sont des questions importantes, justement, en matière des droits humains. Et ces questions n'ont pas été abordées. La question des détenus politiques, des enfants qui ont été tués, la justice n'est pas allée au bout de ces enquêtes. Je sais qu'il a beaucoup parlé de l'extrémisme violent, il a beaucoup parlé du fait que le contexte mondial aujourd'hui est compliqué, avec justement la crise économique qui a des répercussions sur la vie des Togolais. J'ai l'impression qu'on a mis l'accent sur beaucoup de raisons qui sont des raisons extranationales, sans tenir compte du fait qu'il y a quand même des situations qui sont totalement la responsabilité de la gouvernance. C'est comme a fait, parlant du séjour suisse
du ministre Christian Trimois. Je vais vous demander de réagir sur trois séquences, hein, parce que j'ai pris comme ça. La première des séquences, c'est que le ministre estime que le terrorisme est devenu l'ennemi numéro un des droits de l'homme. Les terroristes tuent, ils font fuir les villages, ils empêchent les paysans à semer. Est-ce qu'il n'a pas raison? Il n'a pas tort, mais il n'a pas tout dit. Les terroristes tuent. Dans un passé récent, beaucoup de Togolais ont été tués par, non pas les terroristes, mais par ceux qui sont censés les protéger. Pour moi, cela donne le sentiment que le terrorisme n'est pas seulement en rapport avec des gens qui sévissent dans le nord du pays, mais le terrorisme qui consiste à instituer une vraie peur, une vraie violence dans le cœur des citoyens, ce terrorisme existait bien avant la venue de cet extrémisme violent que nous combattons tous, que nous voulons tous voir disparaître de notre pays. La deuxième séquence, c'est qu'il dit la situation financière et économique mondiale et la vie chère font que les droits économiques ou sociaux sont affectés. Voilà, donc c'est ce que je disais. On a l'impression que c'est plutôt, ce sont des raisons qui sont extranationales. Mais vous savez, quand déjà vous estimez que vous êtes un pays qui ne dispose pas de suffisamment de ressources et que malheureusement ces ressources ne sont pas utilisées à bon escient, et là je fais un clin d'œil au rapport de la Cour des comptes qui démontre encore une fois des faits de corruption, les flux financiers illicites qu'on a toujours dénoncés au Togo, la corruption au Togo, l'impunité. Tout cela explique cette situation que nous vivons où une grosse partie des ressources nationales enrichissent une minorité, tandis que la grosse majorité survit tout simplement parce que, voilà, de mon point de vue, c'est vrai qu'il y a une crise internationale, mais il faut voir au-delà de cette crise internationale pour vraiment expliquer cette situation que nous vivons au Togo, où il y a beaucoup de corruption, beaucoup de gabegie, et ceux qui ont la chance, entre guillemets, d'être du bon côté, profitent impunément des richesses nationales, tandis que la grosse majorité croupit dans la misère. La dernière séquence, c'est toujours à propos de ce voyage du ministre. Il dit qu'il y a un avant-projet de loi sur la reconnaissance et la protection des défenseurs des droits humains au Togo. Ce texte définit le cadre légal permettant de structurer, organiser, professionnaliser et protéger les défenseurs des droits humains. Ça fait partie également des avancées. Ce texte, vous savez, c'est un texte pour lequel il n'y a pas beaucoup de... Comment dire? On se pose des questions parce que à un moment donné, il était question qu'on puisse nous délivrer une carte de défenseur des droits humains. Cela suppose donc que celui qui ne dispose pas de cette carte n'est pas défenseur des droits humains. Alors, qui est-ce qui définit justement l'identité ou le profil du défenseur des droits humains? Qui est-ce qui va donner la carte? Et est-ce que ça va être le cas des récépissés? Ou aujourd'hui, vous le savez bien, lorsque vous avez une association de défense des droits humains, vous n'obtiendrez jamais le récépissé de la part de l'État. Alors demain, si le professeur Dosset dit, OK, là, il faut voter cette loi, et que demain, on ne me donne pas la carte de défenseur des droits humains, comment je fais pour pouvoir être protégé, puisque je n'ai pas cette carte? Voilà, donc un projet de loi peut-être, mais il faut vraiment que les contours soient bien définis pour que cela ne soit pas un piège. Au Togo, justement, lorsqu'on prend des lois, généralement, c'est beaucoup plus pour mettre un carcan et donner le moins de marge de manœuvre aux organisations de la société civile et peut-être à travers ce projet de loi aux personnes qui sont censées être des défenseurs des droits humains. Et dans les discussions que nous avons eues avec d'autres amis, puisque cette question, effectivement, on a débattu dessus, et il y a des gens qui nous disent, vous savez, un défenseur des droits humains, c'est peut-être le simple citoyen qui passe, qui voit un homme en train de frapper sa femme et qui s'interpose. Ce jour-là, il est défenseur des droits humains. Est-ce qu'il faut pour cela qu'il aille réclamer une carte avant d'être protégé ou pas? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Donc il ne s'agit pas de venir faire une belle déclaration d'intention en disant qu'il y a un projet de loi, on va protéger les défenseurs des droits humains, quand derrière vous avez des gens qui sont enfermés impunément, vous avez des journaux qui sont suspendus, vous avez des enfants qui sont tués, vous avez des femmes qui sont enfermées. Moi, la dame qu'on a enfermée, excusez-moi, j'ai oublié son nom, qu'elle m'excuse, tout simplement parce qu'elle avait fait un audio qu'elle avait envoyé à quelqu'un, et ce quelqu'un s'est permis de partager l'audio, et que cette dame se retrouve en prison, mais j'ai l'impression que nous marchons sur la tête dans notre pays. Vous faites allusion à la région des Savanes. À la région des Savanes, tout à fait. Cette dame qui exprimait tout simplement un point de vue, qui n'avait aucun caractère subversif,
et qui depuis cette date est en prison. Vous pensez que c'est normal? Et je vois le ministre qui va se pavaner en Suisse pour dire des choses. Excusez-moi, mais ça révolte. Non, mais en fait, il a reconnu quand même qu'il y a un certain nombre de défis à relever. Ça, c'est clair. Les défis sont très nombreux. Et je vous assure que, au-delà de quelques avancées, je pense qu'il faut vraiment se pencher sur les questions prioritaires. Libérer les gens qui sont en prison. On ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, il y a de l'extrémisme violent. Tout le monde sait que l'extrémisme violent se nourrit de la frustration. Tout le monde le sait dans tous les pays. Et aujourd'hui, vous venez encore enfermer, maintenir en prison des gens sur une base qui est totalement arbitraire et nous dire que vous voulez maintenant qu'il y ait autour de cette question de l'extrémisme violent cette unité nationale, cette union nationale pour combattre cet extrémisme violent. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut... Non, mais selon vous, avant qu'il y ait cette unité, il faut libérer d'abord les détenus. C'est ça ce que vous voulez dire? Il faut renforcer la cohésion nationale. Mais comment est-ce qu'on renforce la cohésion nationale? Si vous mettez de l'arbitraire, si vous gardez des gens en prison alors qu'ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué. Nous avons discuté avec des responsables d'institutions chargées de la question des droits humains. Et ils nous ont dit, vous savez, nous avons rencontré des magistrats qui nous ont dit clairement que dans les dossiers, il n'y a rien qui permette de maintenir ces gens en prison. Mais aucun magistrat aujourd'hui n'a le courage de dire qu'il faut les libérer. C'est la situation réelle. Je l'ai dit une fois, je l'ai dit deux fois, je le répète. Dans les dossiers, en tout cas dans la majorité des dossiers, il est clair qu'il n'y a rien qui permette de maintenir ces détenus en prison. Et vous pensez que c'est comme ça qu'on renforce la cohésion nationale? Alors, vous ne renforcez pas la cohésion nationale, vous augmentez la frustration, les cœurs sont frustrés, et vous voulez qu'on puisse dire que tous ensemble, nous allons nous unir pour combattre l'extrémisme violent. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais vous personnellement, est-ce que vous n'êtes pas d'accord ou est-ce que vous ne vous alignez pas sur ceux qui vont au front? Par exemple, c'est vrai que vous n'irez pas au front. Quand même, ceux qui pensent qu'il faudrait être ensemble pour barrer la route à ses ennemis, qui gèrent l'unité nationale. Absolument. Je suis convaincu que l'extrémisme violent est une très mauvaise chose, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve. Ça, j'en suis convaincu. Mais je reste convaincu que lorsqu'on veut lutter contre l'extrémisme violent, le tout sécuritaire ne marche pas. Je ne suis pas le premier à le dire. Des militaires, j'étais avec un général sénégalais en septembre dans une conférence et il l'a dit clairement. Vous savez, moi je suis militaire, c'est ce qu'il a dit. Vous nous demandez d'aller combattre, nous allons le faire, mais soyez convaincus que le tout sécuritaire ne marchera pas. Nous ferons notre travail de militaire, mais derrière vous devez faire votre travail de politique. S'il y a des questions de frustration, s'il y a des questions d'inéquité sociale, il faut les régler. Ne demandez pas aux militaires de venir régler ça aussi. Donc c'était une chose particulièrement importante. Et nous, au niveau du Front citoyen Togo Debout, nous avons déjà voulu réfléchir avec les citoyens sur cette question de l'extrémisme violent pour savoir ce qui se passe dans le nord de notre pays où des centaines de Togolais sont déplacés, il y a des tueries. Quelle est la situation de notre armée? Est-ce que l'armée a besoin d'être soutenue? Vous savez, si on nous dit aujourd'hui que l'armée manque d'équipement et qu'il faut de l'argent pour acheter des équipements à notre armée, mais sachez qu'il y a des organisations de la société civile, il y a des citoyens qui sont prêts à lancer une quête, en tout cas, recueillir de l'argent pour soutenir cette armée afin qu'elle puisse répondre à cette menace qui nous concerne tous. Donc, la situation de l'extrémisme violent, c'est une situation qui nous concerne tous, qui nous interpelle tous, mais la réponse telle qu'elle est apportée aujourd'hui par le gouvernement, je pense qu'elle suscite beaucoup d'interrogations. D'autant plus qu'il y a un véritable blackout aujourd'hui. Personne ne sait ce qui se passe là-bas. C'est la stratégie choisie par le gouvernement, peut-être pour des bonnes raisons, mais en définitive, je ne suis pas convaincu que cela puisse vraiment nous aider et servir cette lutte contre cette situation. En parler abondamment aussi, c'est peut-être créer de la psychose dans la région des savanes, mais sur l'ensemble du territoire national. Vous savez très bien que les Togolais continuent pas à vivre comme ailleurs dans le monde. Et si on en parle tous les jours sur les médias, les faits, le fait que ça a provoqué, vous savez. Je le sais, mais sachez aussi que les rumeurs peuvent parfois même aller au-delà de la vérité. Aujourd'hui, nous vivons tous sur le sceau de l'humeur, le régime de l'humeur. Tout ce que nous savons par rapport à ce qui se passe au Nord, c'est quand quelques médias internationaux en parlent, ou quand quelques personnes envoient des informations sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de nous contenter des rumeurs qui circulent et qui concernent donc cette situation dans le nord de notre pays. Et je trouve que ce n'est pas normal. Il y a un minimum d'informations à faire passer. Peut-être que le gouvernement n'a pas l'intention, comme vous l'avez dit, de jeter cette psychose au sein de la population, ce qui est tout à fait normal, mais il faut par moment pouvoir faire un point de la situation pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Et je l'ai dit, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons tout simplement voulu débattre de cette situation. Qu'est-ce qu'en tant que citoyens nous pouvons faire pour démontrer à nos frères qui sont concernés que nous sommes solidaires? Quelqu'un a fait une chanson pour dire qu'il a le sentiment aujourd'hui que leur situation ne nous touche pas. C'est faux! Mais qu'on nous donne au moins la possibilité de faire quelque chose. Si c'est pour récolter au moins un peu d'argent, envoyer aux déplacés, si c'est pour soutenir l'armée, si c'est pour faire quelque chose, qu'on puisse le faire. Mais qu'on ne donne pas cette impression que ceux qui sont au nord et qui souffrent, tant pis pour eux, nous sommes au sud, nous vivons tranquillement. Si vous dites, quand vous donnez la possibilité de faire quelque chose, je pense que vous faites une nouvelle fois allusion à votre envie d'organiser un rassemblement et parler notamment du terrorisme. En tant que citoyen, je pense que c'est la moindre des choses. Cette liberté d'expression, cette liberté de réunion pacifique, on ne peut pas nous l'ôter, comme on est en train de le faire aujourd'hui au Togo, qu'on nous donne cette latitude de nous retrouver entre citoyens. Et vous savez, quand vous discutez avec des gens, parfois vous avez de très bonnes idées qui viennent de personnes totalement inattendues. Vous avez des citoyens qui peuvent vous donner d'excellentes idées par rapport à ce genre de questions, de ce genre de situation. Et aussi, ça va permettre aux populations du Nord de comprendre qu'elles ne sont pas seules. Cette solidarité africaine, cette solidarité togolaise, elle existe, elle est présente et qu'elle cherche à se mettre en œuvre, elle cherche à se déployer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui le disent. Nous avons le sentiment d'être abandonnés par nos autres frères du pays. Les frères togolais font comme si cette situation ne les concerne pas. C'est nous qui sommes concernés, c'est nous qui subissons les assauts des djihadistes, c'est nous qui sommes égorgés, c'est nous qui sommes déplacés. Et tant pis pour nous. Moi, je l'ai entendu et je trouve que ce n'est pas normal. Mais entre-temps, est-ce que vous avez refait une nouvelle demande à organiser votre manifestation? Nous la ferons certainement. Nous sommes encore en train de réfléchir sur d'autres sujets. Il y a tellement de sujets qui concernent les droits humains, notamment cette question du rapport de la Cour des comptes, puisque nous comptons organiser une conférence de presse demain probablement sur cette question entre organisation de la société civile, syndicats, organisation des femmes, organisation des jeunes. Voilà, il y a beaucoup d'échéances, il y a beaucoup de choses sur le tapis. Et cette conférence de presse que nous comptons organiser demain va certainement nous permettre de lancer un grand appel à une manifestation afin de parler de cette question de corruption. Mais la question des déplacés du Nord, la question de l'extrémisme violent, le Front citoyen Togo Debout compte en tout cas en faire un cheval de bataille et nous reviendrons sur cette question. Quand on parle de corruption, vous l'avez lié une nouvelle fois à ce rapport-là? Tout à fait. Corruption, détournement, malversation, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En tout cas, pour le moment, ce sont les dénominations que nous avons trouvées. Nous espérons que la justice sera saisie et que cette justice va pouvoir situer les responsabilités dans cette grosse affaire qui démontre encore une fois que dans ce pays, c'est une minorité qui a accaparé les richesses, comme cela a été dit entre-temps. Oui, non, mais avec les interventions successives des autorités, beaucoup ont pensé que cette histoire Et derrière nous est derrière nous, qu'il faut tourner la page. Ouh là là, je pense que ce n'est pas la page qu'il faut tourner justement. Cette page, elle vient d'être ouverte, elle est résolument ouverte. Vous savez, voilà un rapport qui vient quand même manifestement incriminer des dysfonctionnements dans des ministères, donc au sein d'un gouvernement. Et je pense que les ministères incriminés sont dans leur rôle. Il faut chercher à se défendre, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas parce qu'on est venu au Parlement dire une ou deux choses qu'on va dire, bon, on tourne la page, justement, M. Pierrot. La page n'est pas tournée. Il revient, justement, à l'institution. Donc, vous la maintenez ouverte. Ah, nous, en tout cas, elle est ouverte. Nous, si nous avons la force de la maintenir ouverte, nous la maintiendrons ouverte jusqu'à ce que l'institution chargée, qui est la justice, vienne nous dire, cette page, nous la tournons parce que nous n'avons situé aucune responsabilité, ou alors il y a des responsabilités et il faut des sanctions. Mais c'est la justice qui peut le dire. Ce n'est pas au gouvernement de le dire, parce que le gouvernement serait en ce moment à la fois juge et partie, ce qui est totalement inacceptable. Le Parlement peut ouvrir une enquête parlementaire, mais le plus important pour nous, c'est que la justice intervienne. Et je crois que cela a été déjà annoncé lors d'une conférence de presse. Il y aura certainement des actions en justice, on verra certainement le procureur. Nous allons nous porter partie civile, nous sommes dans le processus et nous verrons ce que ça va donner.
Nous allons revenir sur votre séjour américain. Là, c'est ça qui nous a conduit quand même à évoquer un certain nombre de sujets qui sont des sujets de droits de l'homme liés à ce déplacement aux États-Unis. On sait que vous avez eu cette distinction, mais ces derniers temps, vous n'êtes pas seul à avoir eu ou à être distingué. Il y a récemment la ministre Ablama Johnson qui a également eu des prix et puis un certain nombre de Togolais à de moindres niveaux ont également eu des distinctions. Qu'est-ce que tout cela peut signifier pour le Togo? Est-ce que cela signifie qu'à l'extérieur, on regarde ce qui se fait dans notre pays? En tout cas, pour moi, c'est d'abord une reconnaissance des efforts qui sont faits. Et ça prouve que, effectivement, comme vous venez de le dire, il y a quand même un regard qui est porté sur notre pays. Il y a un regard qui est porté sur notre pays et c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose parce que ça nous motive d'une part et ça nous donne le sentiment que les actions que nous essayons de poser ne sont pas vaines. Ce sont des actions qui parfois donnent le sentiment de n'avoir pas porté beaucoup de fruits, mais ce sont des actions qui sont scrutées de l'extérieur et qu'il faut poursuivre sur la lancée. Il faut davantage s'engager, il faut davantage être motivé et nous espérons en tout cas que ce regard de l'extérieur va permettre de renforcer l'action pour la promotion des droits humains. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité, Dr David Doucet, de Front Citoyen Togo et de Tournons la page. Nous avons encore 45 minutes à passer avec lui, les 45 prochaines minutes. Vous, auditeurs, vous avez la possibilité d'intervenir dans cette partie-là avec des préoccupations, vos préoccupations sur les deux numéros habituels 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Le technicien me fait signe. Romaric Freitas pour le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne. Oui. Tout d'abord, je félicite l'invité. La question que je voudrais poser, est-ce que c'est lié à quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, on dit que les Togolais n'assistent plus au meeting ou c'est question de réunion de politique. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui sont arrêtées et qui ne coulent sur les joueurs de la prison à cause qu'ils vont assister à un meeting. Donc, quel dites-vous de toutes ces personnes-là? Merci. Est-ce que vous avez compris son intervention? J'ai cru comprendre que les Togolais participent moins au meeting parce qu'il y a des détenus, c'est bien ça ou bien? Peut-être que certains de ceux qui sont détenus ont soit participé à des meetings. Peut-être que ça fait peur de... D'accord. Oui, effectivement, c'est en fait la stratégie du gouvernement qui consiste à faire peur à travers des arrestations arbitraires et c'est ce que nous dénonçons. Nous disons clairement que tout cela participe à la restriction de l'espace civique. On réduit les libertés de manifestation et de réunion pacifique. On arrête arbitrairement des gens afin que les autres se disent « Ah, vous savez, si je dois aller à un meeting et me faire arrêter, autant rester à la maison. » Donc c'est contre tout cela que nous essayons de combattre et d'inciter les Togolais à ne pas baisser les bras en dépit de cette situation. Je vous comprends tout à fait, mais je vous l'ai dit, nous comptons lancer bientôt un appel afin que, au-delà des actions en justice par rapport au rapport de la Cour des comptes, que les Togolais qui se sentent vraiment offusqués, outrés par cette situation de gabegie en rapport avec les ressources déployées par le contribuable togolais pour répondre à la crise de la Covid-19, que tous ces Togolais puissent sortir le jour où nous allons le demander, afin que dans une manifestation pacifique, je le précise, je le répète, au cours d'une manifestation pacifique, nous puissions encore ensemble demander au gouvernement d'arrêter un certain nombre de choses et que cette fois-ci, on ne tourne pas la page, comme cela a été dit sur ce plateau, mais que cette fois-ci, la justice puisse suivre son cours et aller au bout de son action. Donc, il y aura toujours des situations difficiles. Le Togo n'est pas encore un état de droit, mais ne baissons pas les bras. Allô? Monsieur Kwame. Kwame, vous êtes à l'antenne, allez-y.
Ah, je salue l'invité. Oui, merci. Bonjour. Ce que je voulais dire, c'est que le paradoxe qu'il y a au Togo, surtout côté des Togolais, par exemple, M. David Dossel là-bas, il est en train de parler, relayer, éclairer. Mais les Togolais ne répondent pas. Et notre pouvoir en place roule sur la faiblesse des Togolais et notre docilité. Par rapport aux autres pays, la France, on manifeste. Mali, partout dans le monde, Pérou, tout. Même les Togolais sont là. On ne fait rien. Et tout est pourri dans le pays. David Dossé est en train de travailler là-bas. Je les entends. Ils parlent. Ils éclairent le peuple. La fois passée, j'étais sur la radio Nana FM avec notre confrère économiste. Ils ont parlé, mais les Togolais sont là. Maintenant que les Togolais ne se réveillent pas, ne répondent pas, le moment viendra, eux aussi seront fatigués. C'est ça notre problème. Moi, je veux qu'ils disent aux Togolais, le problème c'est ça. C'est ça. Notre faiblesse, notre docilité, c'est ça le problème. Si le peuple ne réagit pas, les militaires, les sociétés civiles, tout ça, tout, mais ça serait en vain. Kwame, Les Togolais. Kwame, vous m'écoutez là? Allô? Oui, Ouais. vous m'écoutez? Allô? Oui, vous m'écoutez? Ouais, je vous écoute. Ouais. Oui, en fait, quand vous dites que les Togolais sont dociles, c'est méconnaître un peu aussi l'histoire récente de notre pays. Les Togolais ont toujours manifesté. Donc, c'est un peu de ça, quoi. Ok, c'est noté. C'est noté, Kwame, depuis à Gouenivé. Et il parle de paradoxe togolais, il parle de docilité. Mais je rappelle quand même que les Togolais. Tout à fait. Non, je comprends Kwame parce qu'effectivement, aujourd'hui, je crois que s'il y a un sentiment qui est partagé par pratiquement tous les Togolais, c'est ce sentiment d'indignation par rapport à tous les événements que nous vivons. Le rapport de la Cour des comptes qui démontre encore une fois qu'il est possible dans ce pays de s'enrichir facilement pour peu qu'on soit du bon côté de la barrière. La question de désengorgement, autant je suis d'accord et je comprends qu'on puisse être amené à assainir les bordures des rues, autant je pense qu'il y a des contextes qui font qu'il faut peut-être revoir la façon de procéder. La question des détenus politiques, je ne finirai jamais d'en parler. La question des femmes qui sont en détention, Leïla, pour ne pas la citer, la dame dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir, cette dame dont on avait parlé, qui fait un audio, qui se retrouve en prison. Sincèrement, trop c'est trop. Donc le sentiment le plus partagé aujourd'hui au sein de la population du Togo, c'est l'indignation. Alors, face à cette indignation, je comprends que comme ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on se contente juste de parler sur les antennes, de parler, d'intervenir comme il l'a fait, mais qu'il n'y ait pas de réaction plus évidente de la part des populations. Vous l'avez dit, le Togo a vécu de façon cyclique de très grandes manifestations. Aujourd'hui, nous sommes dans le creux de la vague. Mais je suis convaincu que ce sentiment d'indignation fera effet boule de neige. Et je m'attends à ce que dans les prochaines semaines, en tout cas, de plus en plus de Togolais commencent à se dire nous devons démontrer notre mécontentement à travers des manifestations. Et nous allons donner cette occasion aux populations parce que nous allons appeler bientôt à une grande manifestation pour dire stop à la corruption au Togo. Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, c'est le professeur. Bonjour, M. Pélé. Ok. Bon, d'abord, félicitations pour le prix que vous avez eu. Merci. C'est pour le Togo, c'est pas pour c'est pas vous. Merci. Ok. Derrière ce prix ne projette pas exactement pour aller aux élections de 2025. Est-ce que c'est pas là le poids ou bien l'objectif de ce prix? Deuxième préoccupation. Professeur, Oui, M. Pélé. le Togo, on le voit très calme. Mais, comme on le dit, si vous voyez la forêt sans bruit, il faut savoir qu'il y a des lions qui dorment. Est-ce que tout ce qu'on est en train de voir, Togo Togo, l'Itao,
dire ça. Qu'est-ce qu'ils attendent pour être ensemble? Merci. Bien, merci Pelé pour les deux questions. Ce sont les Américains qui nous ont donné le prix. Je ne sais pas si, en vous donnant ce prix, ils font de vous un prochain candidat à une élection. Donc, si je comprends bien, nous sommes 10 candidats aux prochaines élections, chacun dans son pays. Non, je pense que c'était une distinction qui était une reconnaissance d'actions qui ont été portées dans le domaine des droits humains. Et c'est également une distinction qui vise à motiver et à nous pousser à davantage nous investir dans ce domaine. Et en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai pris. Ensuite, pour ce qui concerne la deuxième partie de la question, je pense que vous avez raison. Tout comme M. Comey l'avait dit, je pense qu'aujourd'hui, l'indignation est à son comble dans notre pays. Mais on peut s'étonner que, avec autant d'indignation, qu'il n'y ait pas plus de réactions dans les rues, qu'il n'y ait pas plus de manifestations. Vous l'avez dit. Mais est-ce que vous voulez qu'il y ait des manifestations de rue? Puisque, en réalité, ça n'apporte que des destructions, très souvent. Une chose est certaine, il est important parfois que le peuple puisse s'exprimer à travers des manifestations pacifiques. Chose reconnue et garantie par la Constitution de notre pays. La liberté de réunion pacifique est quelque chose de garanti par la loi fondamentale et je crois que c'est une chose importante de pouvoir exprimer son mécontentement. Bien, merci. Après Pelé, nous avons notre auditeur. Allô? Allô? Allô, docteur. Allô? Docteur. Oui, quel est votre nom? Oui, Taoufik, ça fait longtemps, Taoufik. Oui, bonjour. Oui, en fait, oui, on a eu l'essentiel. La liaison, elle n'est pas très bonne avec Taoufik. Merci quand même de nous revenir parce que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a plus eu les appels de Taoufik. La première partie de sa question, c'est sur l'ambivalence des messages, des idées politiques qui interviennent dans les médias. Il dit que les médias, chacun vient avec son message. Ces messages ne sont pas uniques, qui ne sont pas fédérateurs en réalité, c'est le sens de ce qu'il veut dire. Je suis totalement d'accord avec M. Taoufik. Je dis aussi souvent que nous avons perdu la guerre des réseaux sociaux. Si tant est qu'on ait même vraiment commencé quelque chose de constructif sur les réseaux sociaux. Autant les réseaux sociaux ont soutenu la lutte dans des pays comme la Tunisie, autant au Togo, nous avons, à travers les réseaux sociaux, obtenu beaucoup de désinformation, beaucoup de démotivation, beaucoup de démobilisation des populations. Pendant des mois, pour ne pas dire quelques années, c'était essentiellement des mensonges, des propos mensongers, des déclarations mensongères, c'était des injures, rien de constructif. Et moi, je me mets à la place du citoyen lambda. À travers les réseaux sociaux, en tout cas, si je devais construire mon engagement, je pense que je l'aurais très très rapidement mis dans un tiroir et je serais passé à autre chose. Donc, M. Taoufik,
Je pense qu'il a fait un bon diagnostic. Nous n'avons jamais cessé de demander aux gens de faire attention. Nous n'avons pas de puissance financière, nous n'avons pas d'argent pour la lutte. Nous n'avons pas, comme certains le demandent, cette puissance armée. La puissance armée, elle est de l'autre côté. Et donc, tout ce qui nous reste pour construire la lutte, c'est le peuple. C'est le peuple derrière, c'est le peuple mobilisé. Si nous-mêmes, nous nous mettons à scier la branche sur laquelle nous sommes assis, nous ne nous étonnons pas qu'aujourd'hui, nous soyons dans une situation où nous disons le peuple est démobilisé. Mais nous avons contribué, nous tous, à la démobilisation de ce peuple. La deuxième partie de la question, c'est une nouvelle fois sur les suites du rapport consacré au fonds Covid. Il dit 12 ministres à l'Assemblée nationale et puis il note les satisfecits des députés, notamment de la présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez effleuré la question du rapport et cette question est revenue. Et je pense qu'il a raison. Le satisfecit de l'Assemblée, ça concerne les députés, ça n'engage que les députés. Mais pour nous, l'action va au-delà du Parlement. L'action doit aller au niveau de la justice. Bien que nous connaissons les dysfonctionnements de la justice togolaise, nous comptons passer par cette juridiction nationale pour déposer une plainte et voir ce qui va se passer. Bien sûr, il ne s'agira pas simplement de faire le dépôt de la plainte et d'aller dormir sur ses deux lauriers en disant « la justice va faire le travail ». Il faut pouvoir construire derrière suffisamment de pression nationale. Et j'espère en tout cas que cette fois-ci, l'indignation qui est dans le cœur de presque tous les Togolais fera en sorte qu'il y aura suffisamment de pression citoyenne, suffisamment de pression de la part de tous les habitants de ce pays pour que le procureur qui recevra la plainte soit dans l'obligation de faire quelque chose. Allô? Nous avions un auditeur sur 96 50 47. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, et votre nom? Paul. Paul, comment vous allez? Bien. Ok, allez-y. C'est comme je te dis tout à l'heure que M. David Doucet a sa distinction. Donc c'est sur le Togo. Est-ce que ça veut dire que le Togo est un bon élève en défenseur des droits de l'homme? Si on voit comment l'Afrique, le Burkina qu'il a joué dans l'assassinat de l'opposition, comment il nous accompagne dans notre démocratie, les élections, le peuple crie, il ne dit rien. Et puis maintenant, ils viennent qualifier à travers le Togo, donc serait défenseur, bon élève de défenseur des droits de l'homme. Merci, Paul. Oui, disons que c'était une façon de s'exprimer pour dire que, disons que cette distinction décernée par le département d'État américain permet de faire un focus sur le pays. C'est comme si, d'une certaine manière, on braquait les lumières du monde extérieur sur le Togo et sur toutes les situations d'injustice qui se passent au Togo. Vous savez, si le Togo était un pays démocratique, si le Togo était un État de droit, je ne serais peut-être pas là en train de vous parler, je serais peut-être actuellement avec un malade ou au bloc opératoire en train d'opérer. Et donc, si ce prix a été décerné à un citoyen togolais, c'est parce qu'il y a une situation qui nécessite justement cela. Et donc, les lumières du monde entier à travers les États-Unis d'Amérique sont braquées, ces lumières sont braquées sur le Togo et je crois que c'est ce que l'intervenant a voulu dire. Continuons d'œuvrer tous ensemble pour améliorer la situation des droits humains dans notre pays. Allô? Allô? Bonjour. Ah, c'est M. Kwame qui est revenu. Oui? Ah, je disais que on a parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux travaillent pour les autres pays. Les gens sont, par exemple, les gens sont à l'intérieur, les diasporas, les gens, ils appellent leur peuple, les peuples répondent. Mais c'est au Togo que je vois contraire, les peuples ne répondent pas. Deuxièmement, on dit la peur nous prend, ça fait qu'on n'arrive pas à se sortir, à se manifester, à revendiquer tout ça là. Les prisons, on a arrêté les gens, tout ça là. Les Togolais n'ont pas sorti. Les prisons vont encore devenir pleines. Et nos autorités seront fatiguées. Troisièmement, ce que vous n'avez pas parlé, je voulais ajouter, côté élection. Moi, je voulais que M. David Doucet, qui parle, qui déclare au peuple togolais, surtout le peuple togolais, qu'on ne boycotte pas les élections. Et déclarer, parler aux leaders aussi. L'élection qu'on peut boycotter dans un pays, c'est l'élection présidentielle. Dans les autres élections, c'est à des sièges à récolter. Sauf le présidentiel, c'est un seul siège qu'on peut boycotter. Donc ça aussi, les Togolais ne suivent pas l'information. On a compris. Merci beaucoup, comme on a compris pour votre deuxième passage. Une petite réaction.
Oui, d'accord. Merci à M. Kwame. Je pense que le thème du jour, ce n'était pas les élections, mais j'espère que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus et d'expliquer un peu la position du Front citoyen Togodougou par rapport à tous ces processus que nous avons vécus et surtout par rapport aux prochaines échéances électorales. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire de ces élections, dans la mesure du possible, une opportunité pour le changement? Merci, M. Kwame. Il y a cette réaction de Merci Foul. Il dit moi, je pense que l'attribution de cartes, le projet de loi relatif aux organisations de la société civile, ont pour objectif de restreindre leur liberté d'action. En fait, est-ce que c'est en réalité un peu ce que vous avez Oui, dit tout à fait. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui, ce projet de loi. Déjà en 2016, nous, on s'était vivement élevé contre un projet similaire qui était en train d'être mis en œuvre avec même le soutien de l'Union européenne. Je me souviens d'une grande réunion que nous avons eue à l'Union européenne. Nous avons tapé du poing sur la table et nous avons expliqué aux représentants de l'Union européenne que nous n'étions pas du tout d'accord avec ce qui était en train d'être fait en complicité avec le gouvernement togolais. Donc l'Union européenne a fait marche arrière, le projet, on n'en a plus entendu parler, et depuis quelque temps, on a le sentiment que on s'est dit dans ce pays qu'il faut maintenant voir comment est-ce qu'on peut enfermer les organisations de la société civile dans un carcan. On a le sentiment d'avoir détruit les partis politiques. Personnellement, je pense que c'est faux. Et d'une certaine manière, ces partis vont comment dit-on, ressusciter, voilà, je vais le dire comme ça, de leurs cendres. Et on se dit donc que maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on peut régler le compte à cette société civile, surtout celle qui est militante, à travers un projet de loi. Et quand vous entrez vraiment dans l'étude de ce projet de loi, vous vous dites, waouh, attention. En même temps qu'on vous donne la carotte, on vous parle de défiscalisation, on vous donne de l'argent. En même temps, on vous oblige à un certain nombre d'attitudes qui démontrent que il y a des organisations, en tout cas comme le Front citoyen Togo Debout, Tournons la page Togo, qui seront en difficulté. Si jamais... Mais en fait, au final, est-ce que c'est pas pour professionnaliser d'une certaine manière? Tout, non. Puisque c'est pas n'importe qui se lève pour se réclamer défenseur des droits de l'homme. Ça aussi, ça pose problème. Monsieur Pierrot, je pense que si n'importe qui se lève pour réclamer son identité de défenseur des droits de l'homme, ça pose moins de problèmes que cette situation où un vrai défenseur des droits de l'homme ne se retrouve pas reconnu, tout simplement parce que la reconnaissance doit provenir de l'État qu'il est en train de combattre. Il faut vraiment faire attention, il ne s'agit pas du tout de professionnaliser, ce n'est pas un travail, je vous l'ai dit. Si dans la rue vous vous promenez et vous voyez un enfant en train de se faire malmener par un adulte et que vous intervenez, vous n'êtes pas un professionnel des droits de l'homme, mais vous êtes un défenseur des droits de l'homme. Nous n'avons pas besoin de professionnalisation, nous voulons juste que les droits humains soient respectés, et pour ça, moi, je n'ai pas besoin de carte. Vous avez effleuré également la question qui est la plus discutée ces derniers temps à Lomé, notamment la question des trottoirs, puisque depuis le 15 mars, il est fait obligation à un certain nombre de commerces installés sur les trottoirs de plier bagages. Je ne sais pas, vous habitez où? Je suis à Idranawé. Mais quelle est la situation là-bas? C'est dans le golfe de... Quelle est la situation globalement? J'ai vu effectivement des étalages démantelés. Je disais donc que autant je comprends la nécessité de libérer les trottoirs pour des raisons évidentes, hein, je ne reviens pas là-dessus, autant d'en tenir compte de notre contexte national. Si vous prenez le grand marché qui a été brûlé, détruit et qui n'est toujours pas reconstruit, donc vous comprenez que tout ce qui était dans ce grand marché, pour continuer de vivre ou de survivre, ont besoin de se trouver une place quelque part. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Il faut aussi connaître le niveau de paupérisation de nos populations. C'est une évidence. La politique telle qu'elle a été conduite depuis des décennies n'a pas permis d'avoir une classe moyenne suffisamment importante pour qu'il y ait moins de personnes qui soient obligées d'avoir des étalages pour pouvoir survivre et faire vivre leur famille. Donc il y a un contexte à prendre en compte. Et j'ai le sentiment que dans sa stratégie, ce gouvernement n'a pas suffisamment pris en compte ce contexte. C'est tout ce que moi je dis. Et donc, plutôt que de chercher à donner des ultimatums, à brandir, c'est ce que j'allais dire, à brandir la menace de la force pour faire déguerpir les gens,
personnellement, je pense qu'il y a une autre façon de faire. Par l'éducation, par la pédagogie et surtout par une vraie réinsertion de ces populations, par une vraie relocalisation des personnes dont vous avez demandé, enfin pour lesquelles vous avez demandé à ce que les étalages soient déplacés. Et je le répète, le grand marché, vous ne l'avez pas encore reconstruit. Les personnes qui se sont installées aux alentours, dans les ruelles, comment est-ce que vous voulez que ces personnes fassent? Quand on vous écoute, vous avez repris une des recommandations du gouvernement, à savoir la pédagogie. Sans doute que vous vous êtes promené ces derniers temps dans la ville de Lomé. Est-ce que vous avez le sentiment que cette pédagogie-là, elle est mise en avant de la même façon qu'on soit dans Golfe 1, dans Golfe 2, dans Golfe 5, ainsi de suite? J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont les stratégies mises en place, mises en œuvre par les responsables communaux dans les différentes communes. Mais j'espère en tout cas que... bon, je ne vais pas donner des noms, mais j'ai entendu effectivement des interventions de responsables communaux, de maires, qui ont essayé d'expliquer un certain nombre de choses aux populations en leur demandant elles-mêmes de procéder à l'évacuation de leurs étalages pour éviter que la force publique n'ait à intervenir. Mais il faut aller au-delà et je pense qu'il faut vraiment tenir compte des conditions socio-économiques de nos populations. Nous voulons tous avoir de belles ruelles, nous voulons tous avoir de belles rues, mais avant de pouvoir avoir quelque chose de beau dans les rues, il faudrait déjà qu'on puisse manger et faire manger nos familles, faire manger nos enfants. Si vous avez des gens qui survivent grâce à ces étalages et que vous leur demandez de déguerpir, je pense qu'il faut penser à l'après. Si je demande à cette personne de s'en aller, qu'est-ce que je lui propose en retour? Est-ce que j'ai pris la peine de lui offrir un autre espace où cette personne pourra déployer son commerce? Je pense que c'est ça qui est important. Vous imaginez si on me demande aujourd'hui de faire partir, je suis un bon vendeur de foufou, on me demande de partir, d'enlever mon étalage et que je n'ai plus la possibilité justement de faire prospérer mon commerce dans l'environnement où je travaillais. Qu'est-ce que je deviens? Comment je fais? Vous savez que beaucoup de familles aujourd'hui au Togo vivent au jour le jour. Donc le temps de trouver un autre endroit, pendant 4 semaines, pendant 8 semaines, pendant 3 mois, je ne trouve pas d'autre endroit. Comment je fais vivre mes enfants? Comment je les nourris? Comment je paye les frais d'école, les frais de scolarité? Ce sont de vraies questions. Ce sont de vraies questions que l'on doit se poser. Mais selon vous, nous ne sommes pas prêts en réalité. Quand on vous écoute... Je pense que nous ne sommes pas prêts. Parce que ces questions, je n'ai pas entendu des réponses justement par rapport à ces questions que tous les citoyens se posent. Les gens disent, on n'est pas contre le désengorgement. Parce que les rues qui sont engorgées, ça ne rend pas service à la municipalité, ce n'est pas beau, si jamais il y a un incendie, les sapeurs-pompiers ne peuvent pas passer, etc., etc. Ça, on le sait, on le comprend tout à fait. Mais en même temps, comprenez que moi, je ne suis pas sorti de chez moi pour venir vendre du colicot au bord de la rue par plaisir. Je ne suis pas en train de piler du foufou au bord de la rue par plaisir. Je le fais parce que j'ai besoin de gagner 1000 francs pour aller nourrir une femme et deux enfants ou 3 enfants. Vous me demandez de déguerpir parce que vous estimez que je nuis à l'esthétique de l'environnement. Je comprends tout à fait. Mais je suis là depuis 10 ans. Tout le monde me connaît. Alors je ramasse mes effets et je vais où? Peut-être que je vais trouver un endroit, si j'ai de la chance, dans un délai rapide. Mais si je n'ai pas cette chance et que je dois vraiment déguerpir, comment je fais alors pour nourrir ma femme et mes enfants? Il est clair que depuis quelques semaines, nous sommes dans la phase opérationnelle de cette décision, puisque un certain nombre de commerces sont déjà dégagés. Maintenant, si vous êtes maire ou si vous êtes ministre, quelle va être votre attitude? Puisque là, on sait qu'un certain nombre de plaintes sont portées par notamment ceux qui détiennent ces commerces. Je pense que si nous avions la possibilité de donner des conseils au gouvernement, c'est de prendre le temps de l'action. Prendre le temps de l'action suppose, si c'est nécessaire, commune par commune, procéder au recensement de tous ces étalages, de toutes ces personnes qui interviennent justement dans ces commerces de rue. Et savoir qu'est-ce qu'on peut offrir comme alternative. Je crois que c'est particulièrement important. Il faut pouvoir offrir une alternative à des gens avant de les chasser. C'est tout ce que nous nous disons. Réfléchir, les recenser et dire, bon, nous pensons que par rapport à l'activité que vous menez, comme alternative, voilà un autre endroit que nous avons aménagé, voilà une autre possibilité de commerce, etc., etc. Et là, je suis convaincu que ces personnes et les populations seront les premières à applaudir l'action du gouvernement, qui serait vraiment une action responsable. Un auditeur, allô?
Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pierrot. Oui, quel est votre nom? Monsieur Akoufi. Monsieur Akofi. Oui, Oui, allez-y. d'Avenisé. Allez-y. C'est la première fois que j'appelle. Merci d'appeler souvent. Ok. Je veux tout simplement saluer monsieur le professeur. Je l'encourage et je le félicite. Nous le soutenons. Nous le soutenons. Merci beaucoup, monsieur Akofi. Oui. Ça va, une bonne émission. Merci, juste pour ça aussi, c'est pas mauvais. En réalité, cette semaine, il a été célébré dans le monde la journée mondiale des compliments. Et je me rends compte que quand on prend spécifiquement le cas du Togo, les Togolais sont avares dans les compliments. Ça, c'est une réalité. Je ne savais pas que ça existait, la journée mondiale des compliments. La journée mondiale des compliments, beaucoup ne le savent pas. Ça, elle a été célébrée cette semaine. Ce qu'il vient de faire là, il a juste pris son téléphone, il a appelé, il vous a dit juste félicitations. C'est pas dans les habitudes des Togolais. Les Togolais, je ne sais pas si c'est vrai que c'est pas tous les Togolais, mais leur désir ardent, c'est de voir l'autre échouer plutôt que de le voir à l'aide de l'avant. Donc merci à monsieur Akofi encore une fois. Nous allons dire quelques mots de ce passage du président français en Afrique, mais le temps de le dire, je sais que récemment, on vous a découvert au devant d'une action panafricaine. Vous étiez à Dakar, vous étiez, je crois, aussi au Botswana, si je ne me trompe pas, et vous portiez un message sur la limitation des mandats, n'est-ce pas? Tout à fait. Et que devient ce projet? Alors ce projet est en train de se préparer pour entrer dans sa phase active. Effectivement, nous étions au Sénégal en septembre de l'année dernière avec un collectif d'artistes, dont 4 Togolais. Et ces artistes ont produit une magnifique chanson. Malheureusement, nous sommes un peu censurés sur les chaînes de radio et de télé, notamment au Togo. Mais je pense que vous avez la possibilité d'écouter cette chanson sur les réseaux sociaux avec des chanteurs comme le grand artiste Mewé, Didier Awadi, Amen Diassissé, Momo Kankwa, Elom Vince. J'en ai cité combien, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a 4 artistes collègues. Voilà, mon ami Don Stache. Et donc, ça a été pour nous l'occasion de lancer officiellement cette campagne pour la limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique. C'était en septembre. Le concert a été interdit par l'administration de M. Macky Sall. Mais ça ne nous a pas empêché d'enregistrer le clip à l'île de Gorée et d'organiser un concert en mode virtuel. Le lancement de la campagne a été fait et depuis, les Sénégalais nous ont abordés pour nous dire, grâce à votre venue à Dakar, nous avons compris vraiment l'intention du président Macky Sall. Ça nous a réveillés et nous allons, à partir de maintenant, nous inscrire dans une vraie stratégie pour faire blocage au 3e mandat de Macky Sall. Donc, ils l'ont appelé Terminus 2024, en sachant que le mandat de M. Macky Sall finit en 2024. Et depuis, je puis dire que les sollicitations n'ont pas cessé. Nous avons aujourd'hui une action avec des acteurs citoyens sénégalais, en association avec des acteurs du Nigeria. Pourtant, le Nigeria, depuis quelques années, respecte la limitation. Mais voilà, c'est un gros morceau d'Afrique qui est aussi en train de nous rejoindre. Il y a un autre pôle qui est en train de se développer avec une organisation internationale. Je permettais que je ne donne pas le nom, qui nous a demandé également de nous inscrire, puisque nous avons pris le lead sur cette question de limitation de mandat. Quand je dis nous, là, je parle de tournons la page, mais au niveau international, pas seulement le Togo. Donc, il y a eu une rencontre virtuelle en ligne il y a une dizaine de jours avec une grande organisation internationale qui nous demande de prendre le lead davantage sur la question du 3e mandat, avec un focus pour le moment sur le Sénégal. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire. Et nous espérons en 2023 pouvoir déployer un certain nombre d'activités dans le cadre de cette campagne pour davantage mobiliser les peuples, pour que nous puissions tous expressément exiger de la CEDEAO la réforme du protocole additionnel, afin que la disposition inscrivant de façon définitive en lettres d'or la limitation du nombre de mandats présidentiels soit là dans ce protocole additionnel. C'est vrai que la question de la limitation du mandat, la question du 3e mandat, sont des questions de l'actualité, mais quand on prend l'actualité nigériane, le président sortant vient de passer, en fait, il est encore là pour quelques temps.
Mais celui qui vient, mais il est de son parti. Mm. Cela suppose tout simplement qu'il y a un changement dans la continuité. Une chose est certaine, c'est que la limitation du nombre de mandats présidentiels n'est pas la démocratie. Ça, nous en sommes très conscients. Nous disons que la démocratie, c'est plusieurs composantes, dont l'alternance démocratique. Si vous arrivez à obtenir, dans l'esprit des présidents qui viennent au pouvoir, que leur passage est limité, parce que vous avez des présidents comme le président Paul Biya qui fait 40 ans au pouvoir. Je ne parle pas du président ougandais, je ne parle pas de notre pays où nous sommes en train de boucler 4 mandats, etc., etc. Si désormais l'institution communautaire arrive à imposer ce principe de limitation à 2, donc disons à peu près une dizaine d'années au pouvoir, cela permet de faire comprendre aux différents chefs d'État qui arriveront au pouvoir qu'il y a des éléments qui deviennent incontournables. La transparence, la redevabilité, la reddition des comptes, vous voyez, et ça vous engage à plus de responsabilité par rapport aux actions que vous allez mener. Donc c'est un élément très important par rapport à la consolidation de la démocratie, ce pourquoi nous nous battons. Mais au-delà, bien sûr, il y a la question des élections. Il y a la question de la transparence et de la fiabilité des élections. Autant de chantiers qui nécessitent de poursuivre la lutte. Mais pour cette première étape, et nous pensons que c'est une étape qui peut être franchie assez rapidement, nous espérons la franchir d'ici à la fin de l'année. La réforme du protocole additionnel, nous devons l'obtenir. Le principe de limitation du nombre de mandats présidentiels dans l'espace CEDEAO, nous pouvons l'obtenir. Cela a été tenté en 2015, ça a échoué. Cela a été tenté en 2022, nous y étions presque, ça a encore échoué. Nous espérons que la troisième tentative sera la bonne. Disons quelques mots du président français Emmanuel Macron qui était en Afrique. Vous avez suivi son déplacement et les médias occidentaux l'ont massivement couvert. Est-ce que vous l'avez également suivi au pas, comme on le dit, de Libreville en passant par Brazzaville, à Kinshasa ou Rwanda? Oui, alors le président Macron, je pense que si on parle de la France, c'est toujours par rapport à cette sempiternelle question de la France-Afrique. Vous l'avez évoqué tantôt dans l'introduction de cette émission. Vous avez parlé de Sarkozy, qui a signifié la fin de la France-Afrique. Hollande, qui a insisté là-dessus. Macron, qui revient là-dessus. Mais on a le sentiment qu'à chaque fois, il faut revenir pour parler de la mort de la France-Afrique, ce qui signifie donc qu'il y a encore des subsistances de cette France-Afrique. Alors, j'ai écouté également le discours d'avant-tournée de monsieur Macron, et personnellement, j'ai encore beaucoup de sentiments d'insatisfaction par rapport à sa sortie, par rapport à son discours. S'il souhaite que désormais le partenariat avec l'Afrique soit plus équilibré, cela suppose donc que jusqu'à maintenant, en tout cas, il y avait encore un très gros déséquilibre dans ce partenariat. Il n'y avait pas suffisamment d'humilité, il n'y avait pas suffisamment de respect. Et je crois que il faut donc, si on est conscient de cela, reconnaître un certain nombre de faits qui, de mon point de vue, sont véritablement à l'origine de ce que certains appellent un sentiment anti-français. Moi, je l'appellerais autrement. Mais c'est tout simplement dû au fait que les populations africaines ont le sentiment que jusqu'ici, la collaboration de la France avec l'Afrique, c'est d'abord une collaboration entre la France et des dirigeants africains. Des dirigeants africains qui, pour la plupart, sont des marionnettes. On leur octroie quelques avantages et ils acceptent que la France puisse venir massivement se servir en termes de ressources dans nos pays. Donc c'était plus une relation partenariale entre des dirigeants, souvent dictateurs africains, et la France. La France a trop souvent soutenu des dictateurs en Afrique et c'est le reproche que les populations africaines font à la France. Si la France comprend cela et décide vraiment de changer sa façon de faire, je pense que
tout ce que la France, tout ce que le président Macron a eu à préciser, la diminution du nombre de militaires en Afrique, etc., même si ça peut paraître important, il faut que la France comprenne la nécessité de soutenir davantage la démocratie en Afrique, de soutenir davantage les processus qui visent à consolider la démocratie en Afrique. Et si elle le fait, je pense qu'elle sera en mesure de redorer son blason et de perdre tout cet espace qu'elle a. Je citais tantôt Nicolas Sarkozy qui était devant les députés sud-africains au Cap en 2008 et puis par la suite en 4 ans plus tard, le président François Hollande, lui aussi devant les députés sénégalais à Dakar. Et là, le président Emmanuel Macron, ils ont dit presque la même chose. Mais la question, c'est de savoir la résistance à ce que cette France-Afrique disparaisse. Cette résistance, elle vient de la France ou elle vient de l'Afrique? À votre avis, elle vient d'où? Je pense qu'il y a des réseaux qui existent avec du côté français des personnes qui profitent de ces réseaux et du côté africain essentiellement des personnes qui tournent autour des dirigeants et des dirigeants eux-mêmes qui profitent de ce réseau. Je vous l'ai dit, moi c'est souvent l'image d'un grenier avec des gardiens de ce grenier qui sont nos chefs d'État et des gens qui viennent se servir à loisir. Il suffit de glisser peut-être quelques pièces aux gardiens du grenier et d'aller se servir. Et donc, il y a des réseaux qui sont des réseaux nostalgiques, qui ne souhaitent pas voir les choses évoluer, qui ne souhaitent pas voir les choses changer. Et, je me répète, vous avez des gens qui en France continuent de profiter de ces réseaux et qui veulent que ces réseaux perdurent. Et vous avez en Afrique des chefs d'État qui profitent de cette situation parce que ça leur permet de conserver leur pouvoir au détriment des intérêts de leur peuple, mais ça ne les intéresse pas, leur peuple. Voilà. Là, vous parlez des chefs d'État, mais à côté, justement, on a ces peuples africains de plus en plus remontés contre la présence française en Afrique. Là, au passage d'Emmanuel Macron, on a vu des manifestants brandir des drapeaux russes. Ça aussi, ça pose question. Est-ce que, par exemple, vous abandonnez ou vous brûlez les drapeaux français et vous brandissez dans le même temps le drapeau russe? Ce qui est déplorable, effectivement, c'est que cette situation peut conduire à une autre situation de manipulation et de dépendance. Parce qu'il ne s'agit pas de se dire je quitte le giron français pour aller me retrouver sous le drapeau russe ou sous le drapeau chinois ou sous le drapeau turc. Ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, l'Afrique doit comprendre que nous sommes un continent extrêmement riche, nous sommes un continent extrêmement convoité et nous avons la possibilité aujourd'hui de poser nos conditions. Plus personne ne peut venir ici nous dicter ces conditions parce que nous avons cette richesse. Une fois que nous avons compris ça, les rapports avec les autres continents, avec les autres nations doivent changer et peuvent changer. Le fait que les jeunes Africains, le fait que les populations aujourd'hui aient cette possibilité de faire comprendre à la France que la politique telle qu'elle a été conduite jusqu'à récemment, au détriment des intérêts des peuples africains et à l'avantage des dirigeants, des seuls dirigeants, cela n'est plus acceptable. Je pense que la rue l'a suffisamment démontré, et même si on parle de sentiment anti-français, ce qui n'est pas mon point de vue, je pense que c'est plus un sentiment anti-politique française, c'est une bonne chose. Mais comme vous l'avez si bien dit, il faudrait éviter que cette situation où nous disons clairement à la France, non à votre politique, au service des dirigeants, que ces manifestations puissent conduire à une situation de manipulation parce que nous n'avons pas à dépendre des Russes ou des Chinois ou des Turcs. Encore deux questions, on va se quitter. La première, c'est nous sommes à la veille de la célébration du 8 mars, la journée de la femme, tout simplement. Et quand on parle du 8 mars, là, pour le compte de cette émission, on peut évoquer l'engagement de la femme en politique. Est-ce que vous sentez que cet engagement-là au Togo, il est réel? Comment est-ce que vous le sentez? Comment est-ce que vous le trouvez? Bon, une chose est certaine, c'est qu'il y a quand même quelques personnalités du côté du pouvoir ou de l'opposition qui sont des personnalités féminines et qui s'engagent dans la lutte sociopolitique, dans la lutte pour la démocratie au Togo. Mais de mon point de vue, c'est encore insuffisant parce que je me rends compte dans les organisations de la société civile que ces figures féminines manquent, ces femmes engagées, ces femmes qui peuvent publiquement prendre position, défendre
le cas des autres femmes. Nous avons parlé de cette dame, j'ai retrouvé son nom, c'est Madame Diagondi Rekiata, qui est enfermée depuis le mois de juin 2022. Je n'ai pas entendu beaucoup d'organisations de femmes, je n'ai pas vu beaucoup de femmes monter au créneau pour exiger sa libération. Vous nous rappelez que c'est le 8 mars, j'espère que ce 8 mars permettra à beaucoup de voix féminines de s'élever contre cette situation totalement arbitraire, totalement discriminatoire, où Madame Diagondi fait un audio qu'elle envoie à une connaissance, cet audio se retrouve sur la place publique et cette dame se retrouve enfermée pendant des mois. Monsieur Pierrot, comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Donc l'engagement des femmes, même si ça existe, je pense qu'il est largement insuffisant. C'est clair que beaucoup de femmes du Togo s'apprêtent à se payer des pagnes pour festoyer comme elles ont l'habitude mercredi prochain. Je crois que c'est mercredi le 8 mars. La dernière question, vous êtes chirurgien. Est-ce que c'est facile d'opérer quelqu'un et de prendre, je ne sais pas, comment vous l'appelez, je ne sais pas si c'est... Scalpel, le bistouri. Le bistouri. Et d'inciser. D'inciser, de couper. Est-ce que c'est facile? Alors, je ne sais pas si la chirurgie vous intéresse, mais ce que je... Mais ça ne m'intéresse pas parce que moi, ça... Une chose est certaine, je pense qu'il faut aimer ça. Il faut avoir la vocation et moi, j'adore ce métier. Je me souviens que depuis tout petit, j'étais encore au primaire, j'étais convaincu que je ferais la chirurgie. Et grâce à Dieu, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je dis toujours que si c'était à refaire, contrairement à ce que certains disent parfois, moi, je referais encore la chirurgie. Et c'est une... Vous avez des sensations. Quelles sensations on a? Il y a des situations où vous intervenez facilement, parce que ça se passe très facilement. C'est ce que vous faites. C'est un geste que vous avez répété des milliers de fois. Et vous êtes là, vous opérez en rigolant. Il y a des amis qui sont dans la salle, qui sont de très bons blagueurs, qui font des blagues, vous opérez en rigolant. Mais il y a des situations où vous êtes très très stressé. Moi, je me souviens d'interventions où vous êtes à quelques millimètres d'un gros vaisseau, vous bloquez votre respiration pendant des secondes entières, parce que vous savez que si vous dérapez d'un millimètre, il va se passer quelque chose d'extrêmement grave. Mais tout cela concourt à la beauté du métier. Et je vous assure que c'est un métier qui est formidable. Merci beaucoup. Chacun son métier. Vous faites la chirurgie. Nous, par exemple, on fait la radio. Merci au technicien Romaric Freitas qui était là depuis 12 heures. Je suis Pierrot Atioubé. Le prochain rendez-vous au D12, c'est dimanche prochain. Notre invité, c'était David Doucet de Fonds Citoyen Togo, de Beau de Tounon La Page. Au revoir.